Voilà. Alors peut-être vous avez des questions encore pendant le petit temps qui reste. Oui, une dame là. Oui, bonjour. Cette révolution numérique dont vous parlez semble aussi importante que l'apparition de l'imprimerie pour la diffusion des livres dans le monde. Et ça amène un changement tout aussi révolutionnaire. Et ma question est, est-ce que ça vient pas non plus impacter la notion même de psychopathologie telle que nous la concevons aujourd'hui, c'est-à-dire qui est très freudienne et donc très culture du livre et hiérarchie verticale? Oui, oui. Alors, c'est même aussi important, l'invention du numérique, l'invention de l'écriture. Ça va bien au-delà. Au début, on disait l'invention de l'imprimerie parce qu'on voulait se rassurer. C'est aussi important que l'invention de l'écriture, puisque le moment où la mémoire... au moment où l'intelligence verbale trouve un support, c'est l'invention de l'écriture. C'est Platon, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il dit que c'est Socrate, c'est lui Platon qui l'écrit, puis Socrate n'écrivait rien, c'est encore la culture verbale. Platon dit, raconte une histoire dans laquelle l'invention de l'imprimerie, l'invention de l'écriture, c'est une catastrophe, parce que ça ruine la mémoire. Et donc, on est aujourd'hui dans le même état par rapport à la culture numérique. Vous avez des philosophes qui disent oui, mais alors il n'y a plus aucun effort pour se souvenir de rien, on n'a rien besoin de mémoriser. J'ai oublié le numéro de téléphone d'un ami, je tape les 3 premières lettres de son nom et hop, tout apparaît. Sa page Wikipédia, son téléphone, son adresse, son âge, ses fréquentations, tout. Non, on dit il n'y a plus besoin de rien mémoriser. Oui, c'est vrai, mais parce qu'il n'y a pas besoin de mémoriser, on est disponible pour autre chose. Et on est disponible pour quoi? Pour inventer. On est enfin disponible pour inventer. Ça, c'est formidable. On a enfin du temps de cerveau disponible pour inventer. On ne l'avait pas. Dans la culture du livre, il y avait très peu de gens qui avaient du temps de cerveau disponible pour inventer. Il y avait les gens il y avait les oisifs, on peut dire, les gens qui vivaient de leur rente, voilà, qui allaient dans les bibliothèques, qui avaient du temps pour eux, qui avaient des serviteurs pour leur rappeler les choses, comme les hommes politiques, vous savez, qui rencontrent quelqu'un, ils se tournent vers leur serviteur pour savoir qui est la personne. Mais alors maintenant, tout le monde, vous n'avez plus besoin d'avoir quelqu'un à côté de vous pour vous rappeler l'identité des gens que vous croisez, que vous avez oubliés, tout est sur votre téléphone mobile. Donc voilà, c'est aussi important que l'invention de l'écriture. Et c'est pour ça que c'est aussi compliqué, parce que l'évolution est beaucoup plus rapide. Et en termes de psychopathologie, oui, bien sûr, ça va complètement bouleverser le paysage de la psychopathologie. Déjà, je vous l'ai évoqué, les personnalités fortes sont psychorigides. Totalement. Les gens qui ont une personnalité forte n'arrivent pas à s'adapter à cette évolution. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens qui étaient parfaitement adaptés à la culture du livre et qui sont parfaitement inadaptés à la culture du numérique. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est parce qu'ils sont dans les repères culturels du livre et qui n'acceptent pas les repères culturels du numérique. C'est en termes de repères culturels que ça se joue. Si le numérique, c'était simplement le fait de lire sur une tablette et de jouer à des jeux vidéo, ça n'angoisserait pas autant. Ce qui est en jeu dans le numérique, c'est le statut du débat, de la controverse, du travail collectif, de l'accès en permanence à toute la culture du monde, etc. C'est ça qui est en jeu. Mais en termes de psychopathologie, oui, alors, donc les personnalités, l'avenir est aux personnalités flottantes et indécises, hein, voilà, mais qui sont capables à tout moment de construire une représentation de leur propre histoire. Ce qu'on appelle aujourd'hui, en psychanalyse, le processus de subjectivation. La subjectivation, c'est être capable à tout moment de placer les événements qui m'arrivent dans une histoire personnelle. Et il m'arrive ça parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis ceci, je suis cela. Voilà. Ça, c'est le processus de subjectivation. Et donc, on s'aperçoit aujourd'hui que l'idée de pathologie en psychiatrie est en train de fondre. Et ce qui reste, c'est quoi? C'est l'idée qu'il y a des crises de la vie, il y a des moments d'adaptation qui sont difficiles, et que ces moments d'adaptation difficiles ne peuvent être surmontés que grâce au processus de subjectivation. Hein. C'est-à-dire, on a eu tout un débat récemment à Paris 7 sur Facebook là-dessus. Des gens disant que sur Facebook, il y a des adolescentes, notamment des filles, qui mettent un discours complètement désespéré et qu'en écrivant ce discours désespéré, elles gagneraient rien. Voilà. Mais au contraire, il y a d'autres voix qui sont apparues, notamment de la part de jeunes étudiants qui ont dit oui, mais moi aussi d'ailleurs, qui ont dit oui, mais le fait d'écrire son désespoir sur Facebook, c'est justement le fait de ne plus être dans le désespoir. C'est le fait de prendre du recul, c'est le fait de ne plus être désespéré, mais d'être celui qui raconte son désespoir. Donc de ce point de vue-là,
là, Facebook participe du travail de subjectivation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est si important pour tellement de jeunes que de pouvoir trouver dans Facebook un espace où se raconter. Alors maladroitement, avec souvent des conjonctions de coordination mal utilisées, des coqs à l'âne, etc., mais un espace où se construire en se racontant. Et donc, je pense qu'on évolue notamment avec les enfants et les ados vers une clinique où on se préoccupera beaucoup moins du diagnostic, mais on se préoccupera beaucoup plus du travail de subjectivation en fonction des moyens dont chaque ado dispose. Un tel sait écrire. On parlait hier soir d'une jeune fille qui voulait faire du journalisme et qui écrit. Encouragez. Tiens, tu vas écrire quelque chose là, sur... on a fait une réunion ensemble, tu as envie de faire du journalisme, tu vas nous faire un petit article sur la réunion qu'on a faite. Voilà. Et si un autre dessine, formidable, hein, tu vas nous faire une bande dessinée sur la réunion de l'équipe. Voilà. C'est-à-dire encourager le processus de subjectivation avec les outils dont les jeunes disposent. Et si un jeune fait toujours de la pantomime, formidable, tu es un vrai acteur né. Tu vas faire un petit sketch. On va travailler ça ensemble. Dans 3 semaines, tu nous fais un petit sketch. Tu joueras l'infirmier, tu joueras le psychiatre, puisque tu es formidable pour jouer un peu tout le monde. Tu vas nous faire un petit sketch sur la vie de l'institution. Voilà. Donc, et là, on est dans un travail de subjectivation. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui subjectivent avec du discours. Il y en a qui subjectivent à la création d'images, il y en a qui subjectivent avec du théâtre. Quand on subjective avec les 3 moyens, c'est évidemment l'idéal. Bon, mais ça, les jeunes sont mieux placés que nous parce qu'ils mènent les 3 en parallèle. Nous, on est déjà un peu plus plombés du côté d'un mode de symbolisation privilégié qui est en général le langage. Mais chez eux, il faut encourager les 3. Et encore une fois, les diagnostics vont se dissoudre. Le monde évolue trop vite. Ce qui restera, c'est l'importance du processus de subjectivation, qui, encore une fois, doit être reconnu comme passant à la fois par du discours, par de l'image et par du jeu théâtral, la mise en scène du corps. Je rejoins les vieilles idées sur le jeu de rôle et tout ça. Des trucs qu'on connaît, mais si vous voulez, qui avaient été toujours introduits par la petite porte. Alors qu'on pense aujourd'hui que c'est l'essentiel. Merci. Je voudrais tout d'abord, monsieur, vous remercier pour votre intervention brillante. Je crois qu'on va tous sortir un peu plus intelligents de cette salle que nous n'y sommes rentrés. Ce qui me préoccupe, c'est... j'ai entendu vos conclusions optimistes, revigorantes, qui font du bien. Ce qui me préoccupe, c'est la réalité du monde qui nous entoure, parce que c'est vrai que chez certains enseignants, chez certains soignants, chez certains parents, c'est encore un peu les taxis de la Marne. Et vous évaluez à combien le temps qu'il va falloir pour éduquer les parents, éduquer les thérapeutes, éduquer les soignants? Est-ce que nous, on va connaître vraiment les effets de cette révolution, de ce changement d'état d'esprit qui nous ouvre, je trouve, des perspectives de sociabilité tellement intéressantes? Vous savez, ce qu'on dit, c'est que la seule chose qui est certaine, c'est que les gens qui veulent prédire l'avenir aujourd'hui seront ridicules demain. Donc, je ne peux pas vous dire que maintenant il faudra, mais je pense moins que ce qu'on peut craindre. Parce que déjà, il y a des jeunes parents qui ont grandi avec les jeux vidéo. Et bientôt, il y aura des jeunes parents qui auront grandi avec Facebook. Et donc, forcément, ils porteront un regard différent sur ces activités. Ils sauront mieux poser des balises. Ils sauront mieux dire à leurs jeunes, Facebook, fais attention, l'intimité, le droit à l'image, ne crois pas tout ce qu'on trouve sur Internet. Ils sauront le dire parce que c'est quelque chose qu'ils auront appris eux-mêmes et payé à prix cher, parce que beaucoup de jeunes qui savent bien se débrouiller avec Internet à 18 ans, ils en ont payé le prix en conneries à 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et donc, le prix est trop cher. Mais ces nouveaux parents, parce qu'eux-mêmes ont payé un prix très cher, sauront élever leurs enfants dans une idéologie différente par rapport aux médias numériques. Mais en revanche, il y aura quand même toujours un fossé du fait que les technologies numériques évoluent très vite et que celles qui seront disponibles dans 5 ans n'ont rien à voir avec celles qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, il y aura quand même toujours une difficulté des parents à appréhender l'évolution de leurs jeunes. Mais
le message principal des technologies numériques, c'est qu'il faut oublier ce qu'on savait pour se rendre disponible à la nouveauté. Ça, et faire fonctionner toutes les formes de son intelligence et faire fonctionner tous les registres de son processus de subjectivation. Voilà. Mais l'évolution peut se faire plus vite que prévu parce que le grand problème de la France, le grand problème de la France, c'est qu'elle évolue par révolution. C'est-à-dire en France, il y a un très gros poids des administrations centralisées depuis Louis XIV. Et donc du coup, en France, on est un pays de révolution régulière. Il n'y a pas eu de pays qui a autant de révolutions que la France. Parce que comme il y a un grand immobilisme, les choses ne peuvent bouger que par une révolution. Alors c'est ça qu'il faudrait arriver à intérioriser aujourd'hui pour bouger le plus vite possible pour éviter une révolution. Parce qu'une révolution, c'est très très cher. Les pays anglo-saxons qui sont beaucoup plus pragmatiques évoluent. On a dit tout à l'heure, aux États-Unis, ils font tout sur clavier, mais il faut comprendre qu'ils apprennent le langage de programmation comme une langue étrangère. Et le langage de programmation, vous avez aujourd'hui des gens qui vous disent que c'est même la seule chose qu'il faudrait apprendre aux enfants. Il y a des pédagogues comme Marc Pransky aux États-Unis qui disent qu'il ne faut rien apprendre aux enfants, qu'une seule chose, le langage de programmation, parce que quand les enfants qui ont 8-9 ans aujourd'hui auront 20 ans ou 25 ans, eh bien ils seront entourés de machines. Ce qui est vrai, d'ailleurs, on le sait. Et ce qu'ils auront à faire, c'est à les programmer. Vous avez peut-être vu dans les journaux que Google a racheté en 2013, ou 2013, oui, 7 ou 8, je crois, entreprises de fabrication de robots. Parce que Google a compris que l'avenir, ce n'est pas Internet, c'est les robots. Donc oui, il a raison, Marc Pransky. Dans 10 ans, nous serons tous entourés de petits robots. De la même manière qu'aujourd'hui, vous avez l'écran de télé, l'écran d'ordinateur, l'écran de téléphone mobile. Vous aurez des petits robots autour de vous, voilà, qui s'occuperont d'un tas de choses. Et puis vous aurez surtout des bots qui seront dans vos objets numériques. Et comme le film R nous en montre, dans R, il n'y a pas de robots. Comme dans la série suédoise Real Humans, mais il y a des bots, il y a un bot, c'est-à-dire on communique avec lui avec une oreillette et des fois il envoie des images et on regarde les images qu'il nous envoie. Voilà. Donc il faut bien comprendre qu'en France on a énormément de retard. Alors, mais le retard n'est pas dû au fait qu'on ne se rende pas compte des problèmes. À l'Académie des sciences, il y a l'idée de faire un enseignement de l'informatique. L'enseignement informatique, il se fait un peu tout. En France, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'en France, pour enseigner l'informatique, il faut qu'il y ait des enseignants spécialisés en informatique. Vous voyez le boulot. Ou alors, donc déjà, il faudrait former des enseignants, puis on les mettrait où, ces enseignants? Ou alors, il faut s'appuyer sur les enseignants existants, on va dire aux profs de physique, aux profs de maths, de faire de l'informatique. C'est une autre possibilité. Mais qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent qu'ils ont déjà un programme trop chargé. Donc en fait, la première chose à faire, moi, si j'étais ministre de l'Éducation nationale, c'est que je dirais aux enseignants qu'il n'y a plus de programme. Il n'y a plus de programme. Il y a un minimum, un tout petit minimum, et puis le reste, les enseignants adaptent leur programme. Et à ce moment-là, les enseignants qui ont envie de faire de l'informatique, ils pourraient faire de l'informatique. Aujourd'hui, les enseignants qui veulent faire de l'informatique, enseignants de physique, de mathématiques, quand l'Académie des sciences leur dit « ce serait formidable, vous en fassiez », ils disent « bon, on ne peut pas. On a déjà des programmes pléthoriques, on n'arrive pas à les faire en entier. » Donc déjà, comme aux États-Unis ou en Angleterre, où le programme est minimal. Les enseignants, et puis plus d'examens, des contrôles continus. Quelle folie le baccalauréat, ce que ça coûte et ce que ça stresse. Puis en plus, vous pouvez avoir un élève qui a une très bonne note parce qu'il est tombé sur le seul truc qu'il connaissait, un autre, il a une mauvaise note, tombé sur le seul truc qu'il ne connaissait pas. C'est une absurdité complète. À une époque, on peut faire du contrôle de connaissances permanent, en plus facilité par le numérique. On peut faire des QCM très intelligents, corrigés par du numérique, on peut faire des tas de choses vachement intéressantes, où les élèves sont moins stressés. Vous savez que les élèves français sont, avec les Japonais, les plus stressés du monde. Donc voilà des réformes qui coûteraient rien. Elle ne coûterait rien. Mais le problème, c'est que la pesanteur hiérarchique est telle en France, le modèle vertical, Louis XIV, Napoléon Ier, Napoléon III, élection du président au suffrage universel, qui renforce encore cette dimension verticale de la hiérarchie en France, tout ça fait qu'on a beaucoup de peine à prendre le cap des réformes. Mais il faut que les enseignants s'autorisent à prendre cette liberté. Éventuellement, le jour où l'inspecteur passe, il redevient... Voilà. Mais il faut absolument se donner cette liberté parce que malheureusement, la France est organisée de telle façon que si les enseignants ne s'approprient pas les transformations, eh bien, elles ne se feront pas.
Parce que, regardez, quand Allègre a voulu réformer un peu la pesanteur des syndicats, la pesanteur des hiérarchies, voilà. Non, il faudrait libérer les enseignants des programmes, supprimer les examens, faire du contrôle continu, encourager le travail collaboratif. On le sait tout ça, on le sait. Mais mais je veux dire, on le sait depuis des années. Mais aucun ministre ne le fait. Comme s'il craignait de provoquer une manifestation de rue. Alors il ne le fait pas. Et du coup, l'introduction de ces objets merveilleux que sont les objets numériques, notamment les tablettes tactiles, du coup, cette introduction se fait malheureusement de manière peu claire, presque honteuse, sans comprendre que ces outils introduisent à des nouvelles pratiques qui n'ont rien à voir avec les pratiques traditionnelles. On ne va pas continuer à faire ce qu'on faisait avant avec des nouveaux outils. On va faire autre chose. Et encore une fois, du débat, de la controverse, du collaboratif, de la consultation de raison. Avoir des tablettes dans un collège non relié à Internet, mais c'est une folie absolue. Autant avoir du papier. Et un tableau blanc interactif. Pas la peine d'avoir une tablette, c'est les parlier à Internet. Pas la peine d'avoir une tablette, c'est les parlier à mon copain qui se trouve au fond de la classe par le hasard de nos placements, mais avec lequel j'ai envie de communiquer. Moi, je suis au premier rang, lui, il est au fond, j'ai envie de communiquer avec lui. On fait par tablette. Il faut avoir au moins des réseaux internes. Mais on n'a pas des réseaux connectés à Internet. La tablette sans le réseau, c'est comme du papier sans crayon. La logique de la tablette, ce n'est pas d'écrire et de lire. C'est d'interagir avec d'autres. Travail collaboratif. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup à faire. On va peut-être clore cette matinée. Si vous voulez. Voilà. Donc, vous êtes donc cordialement invité à un petit vin d'honneur organisé par le Conseil général. Voilà. Donc, on vous remercie beaucoup, Monsieur Tisseron, pour cette prestation de qualité.